Cette rapide capsule vidéo a pour objet d'être en quelque sorte la synthèse de la synthèse des travaux qui sont aujourd'hui réunis dans l'ouvrage. Alors plus qu'un exercice de reprise, j'ai souhaité retenir trois réflexions personnelles nées de la lecture et de l'analyse de ces différents travaux. La première réflexion consiste à relever que s'il existe désormais un droit international privé européen de la famille, il n'existe pas encore un droit matériel européen de la famille. Le droit de l'Union, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme ne se risque d'ailleurs pas à donner une définition de la famille. C'est davantage l'évolution méthodologique considérable de la construction de l'ordre juridique européen qui est intervenue ces dernières années, qui permet de mettre en lumière une sorte de basculement de l'intégration des droits des États membres vers une répartition entre les droits de ces États membres. Et parmi les règles spéciales de ce droit international privé européen, le droit de la famille incarne plus que tout autre ce phénomène, ce mouvement, en précisant que des pans entiers de la matière demeurent toujours tributaires des règles de conflit d'origine interne, que ce soit celles en matière d'union, que ce soit celles en matière de filiation, toutes questions qui sont un peu plus fondamentales, notamment si l'on tient à bien distinguer entre statut personnel et statut familial. S'illustre ici le phénomène d'incomplétude du droit international privé européen de la famille et surtout la logique d'interaction entre les sources nationales, les sources européennes, les sources internationales, interaction qui semble devoir perdurer pour le plus grand bonheur des amateurs de conflits de système. La deuxième observation, c'est que s'il est difficile, en effet, de considérer qu'il existe à ce jour et à l'avenir un droit européen de la famille, compris comme porteur d'un modèle européen de la famille, en revanche, il ne fait nul doute que c'est à sa recherche que l'on doit aller et que c'est l'occasion de mettre en lumière la réalité d'un bouleversement des sources du droit de la famille. Bouleversement au premier rang duquel on retrouve désormais la jurisprudence, qu'elle soit jurisprudence interne, européenne et même internationale. Émerge ainsi un ensemble de solutions aux problématiques familiales, solutions qui sont élaborées avant tout par le juge à partir des droits nationaux et supranationaux. Et cette place désormais centrale de la jurisprudence ne peut qu'interroger en particulier les juristes français qui constatent de manière paradoxale le déclin proclamé du juge en matière familiale dans l'ordre interne, ce pour des raisons variées et souvent, hélas, triviales. Il n'en demeure pas moins que c'est le juge qui est appelé à remettre de l'ordre, qui en dernière analyse se fait la bouche de ces principes essentiels, de ces valeurs essentielles constitutives de cet ordre public familial européen qui est le socle de ce que d'aucuns pourront effectivement désigner sous le terme de droit européen de la famille. Et en définitive, on peut peut-être considérer que le plus grand apport de l'ordre juridique européen, conçu lato sensu, réside dans une manière de juger de plus en plus uniforme, une manière qui est dictée alternativement et pour l'instant en bonne intelligence entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice. Une manière de juger qui s'impose parfois par la force aux juridictions des États membres ou des États parties, et ce, aux fins d'atteindre les résultats prescrits. Cette mise en évidence de cette omniprésence, de cette omnipuissance des juges européens aura permis d'ailleurs de justifier l'existence d'un célèbre casebook publié il y a maintenant 2 ans en droit de la famille. Enfin, troisième et dernière observation, il ne faut pas négliger que toute quête d'une famille européenne ne peut s'envisager sans la prise en considération d'un mouvement spontané, peut-être un peu organisé, de convergence des mœurs, des mentalités dans les États membres. C'est la question d'un éventuel consensus familial européen qui justifie tout à la fois que l'on admette ou que l'on rejette telle ou telle institution. C'est aussi souligner la dimension pluraliste de la matière, la dimension nécessairement évolutive de la matière. Ce consensus familial ou son absence irrigue l'espace juridique européen, non seulement de manière ascendante, et ça dément au passage
l'image du rouleau compresseur de l'ordre juridique européen, au travers du respect des identités nationales, c'est le vocabulaire de l'Union européenne, de la marge d'appréciation des États, c'est le vocabulaire de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de manière horizontale, ce qui est l'occasion de souligner la contribution décisive de la pratique, qu'elle soit judiciaire, juridique et même administrative. Où là se forme la méthode dite de la reconnaissance, méthode qui se construit mutatis mutandis sur cette logique dont la confiance mutuelle, chacun le sait, est le fondement dans l'espace régional considéré. On le perçoit et on le perçoit d'autant plus si l'on s'attache à ces familles ou à cette famille européenne vue d'ailleurs, mais encore lorsque l'on s'attache à la place occupée désormais par autonomie de la volonté qui progresse tant au plan interne qu'au plan européen sans que l'on puisse véritablement dire qui en a eu la première, la primeur, et ce, dans une matière qui, ab initio, lui était plutôt étrangère. D'où D'où un pluralisme que seul tempèrent quelques principes, quelques valeurs, érigés en un ordre public familial européen auquel pourrait s'identifier, si son existence est requise, ce droit européen de la famille.